Le président Kabila règne dans ce pays pendant 18 ans et il a laissé l'armée être neutralisée. Mais il va là-bas et il commence à rassembler les gens autour de lui. En fait, vous avez trouvé les mots. C'est pour légitimer la rébellion, pour légitimer la présence de l'armée rwandaise au Congo, c'est pour donner un visage congolais à la crise. Et du coup, on est dans la présentation du président Kagame. C'est-à-dire qu'il est entré en tout cas de les déculpabiliser, de les blanchir pour que, par rapport aux initiatives internationales, la vision change. Bon, peut-être qu'on va voir comment on va procéder. On aura un mot à dire sur l'ensemble du discours. Mais ce que je peux dire à ce stade, par rapport à votre question, je ne sais pas qui a conseillé ça, mais à sa place, je ne l'aurais pas fait. Parce que, d'abord, il ne faut pas oublier que le président a un devoir, une obligation de réserve. Ensuite, je l'ai suivi. J'ai suivi le président, je l'appelle toujours président. C'est un peu comme l'enseignant, on appelle toujours maître. Oui. L'ancien président, quand j'ai suivi son intervention, j'ai retenu un peu ce qui suit, brièvement. Il a fait une communication. Le réquisitoire contre le régime actuel. Et de ce réquisitoire, il conclut que voilà, militaire, il a prêté serment pour servir le pays. J'essaie de traduire, je ne fais pas de mot à mot, jusqu'au sacrifice suprême. En fait, qu'il y reprend. Il reprend du service. Du service en disant, maintenant, il va se battre, pour ne pas dire, il va combattre contre la dictature. Et il termine en lançant un appel aux hommes en uniforme, aux militaires, à la population, pour en fait se soulever contre ce qu'il appelle le régime des dictatures. Ok? Grosso modo, c'est cela. Si vous autorisez, je prends un peu, pour qu'on se comprenne, l'aspect réquisitoire. C'est pas lui seul qui l'a fait. Mais lui, je crois qu'il faut un peu plus de modestie. Parce que le président Kabila a régné pendant 18 ans, à moins que je me trompe. Et à l'issue de ce règne-là, ça correspond à peu près, si c'était aux États-Unis, à 4 mandats. Oui, 4 mandats. Chez nous ici, c'est 3 mandats et demi. Mais qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé cet héritage toxique, comme je les appelle. Cet héritage toxique, si vous autorisez. Premier héritage, l'armée. Une armée composée d'hommes et de femmes courageux, patriotes, mais une armée démoralisée. Une armée désarticulée, une armée démotivée et une armée désarmée. Combien ont-ils été formés, les militaires? Qu'est-ce que Kidi a trouvé comme matériel de guerre? Armes, munitions et tout. Et surtout, parfois, je me pose la question, comment s'est-il fait que le président Kabila règne dans ce pays pendant 18 ans et il a laissé l'armée être neutralisée par un embargo décrété par le Conseil de sécurité. J'ai eu à expliquer ça, un embargo qui portait non seulement sur l'approvisionnement en armes, mais sur la formation. Et pendant ce temps, ceux qui ont décidé l'embargo
laisser M. Kagame acheter les armes qu'il veut. Partout, il y a eu même des chefs d'État. Rappelez-vous, je ne vais pas citer le chef d'État d'un pays. Il était, je crois, l'année passée, il y a 2 ans, au grand maximum, à Kigali, et il a dit que voilà, son pays lui-même, ils vont donner des armes, ils vont doter l'armée rwandaise de dernières technologies, de technologies de pointe en matière militaire. Ce pays-là distribuait les armes aux groupes armés qui combattaient contre notre pays, ils continuaient à combattre sans contrôle. Et il a envahi notre pays sans condamnation et encore moins de sanctions. Et tout ça, le régime précédent s'est tu. Il a laissé les choses aller de cette manière-là. C'est pour ça que je dis une armée démotivée, désarmée. Voilà un héritage très préjudiciable qu'il fallait et qu'il faut gérer. Bon, je vous épargne, vous connaissez, parce que oui, parce que la question consistait à vous demander en bref. J'en viens, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Un deuxième héritage toxique, les groupes armés, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Est-ce que les groupes armés sont nés sous le règne de Tshisekedi? Ils sont là depuis longtemps, depuis lui. Et s'ils continuent, parce qu'on est dans l'actualité, avec l'M23, c'est parce qu'on n'a pas solutionné la question de groupes armés. C'est très clair. Si vous êtes malade et que la maladie est récurrente, ça signifie que soit on a mal diagnostiqué, soit qu'on n'a pas soigné comme il faut. Mais il paraît que les groupes armés, c'est pas pour vous interrompre, ont été multipliés pendant le régime actuel. Hein. Il y en avait quelques-uns, mais maintenant nous en sommes au niveau de 100. Ah, je ne crois pas. J'ai eu quand même l'avantage d'être tout le temps au Parlement. Non, je ne crois pas. Presque tous les groupes armés actuels existaient à l'époque. Un autre héritage, et c'est très important, les réfugiés congolais au Rwanda. Très important parce que vous savez qu'entre autres raisons que le président Kagame utilise pour justifier sa présence, c'est le fait que d'après lui, il y a au moins 100 000, disons-le, moi je n'ai pas la langue de bois, Tutsis congolais qu'on a refoulés et qui se trouvent là-bas. Mais comment se fait-il que pendant 18 ans, l'ancien président Joseph Kabila n'a pas pu résoudre ce problème-là? Parce qu'il sert d'alibi. Ça, c'est un problème. Un autre héritage, l'isolement diplomatique. Je n'ai pas de démonstration particulière à faire. Totalement isolé, même avec les institutions financières. Et on est allé vite, avec le président Tshisekedi. On est revenu sur la scène internationale. Moi, quand j'arrive, par exemple, à l'Union africaine, tenez bien, l'organe central en matière de paix et sécurité, le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, nous n'étions pas membres. Et ça tenait à un petit rien. Aller déposer les instruments de ratification. Un petit rien là. Prendre son avion, les déposer, on les a déposés, on est membre, et on a même présidé les conseils paix et sécurité il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, nous avançons, nous avons été admis au Conseil aux droits de l'homme des Nations Unies, l'affaire de New York, Conseil de sécurité membre non permanent, ça va aller vite, parce que les étapes essentielles au niveau de l'Union africaine avaient déjà été déblayées, et merci au président Ndayishimiye qui a facilité la tâche. Donc vous voyez, et on peut continuer sur l'isolement diplomatique. Laissez-moi aborder aussi un héritage toxique, la décentralisation. La décentralisation a été sabotée, dévoyée par l'éclatement précipité de provinces. Rappelez-vous, à l'époque, moi j'avais interpellé l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur. Nous étions déjà dans G7. J'avais interpellé, carte sur table, vous passez de 11 provinces à 26 et multiplier les institutions, les personnes. Il dit, mais comment on allait affronter ces problèmes? Conséquence aujourd'hui, vous avez 26 provinces, les provinces les plus pauvres, le Sankuru, la Lomami, je crois Tchouapa, je crois aussi Mongala, il y en a à peu près 6 ou 7. C'est la déstabilisation. On ne travaille pas. Les gouverneurs
on les bouge à tout moment. Les éléments toxiques peuvent peut-être constituer... Vous pouvez y répondre au départ des questions qui vont vous être posées. Je vais aller dans la question tout droit. Tout droit. Je vais aller dans la question. Oui. Et puis, il y a eu la démocratie. Parce que si vous faites un discours, non, je ne fais pas un exposé académique. Et il y a tous les scandales financiers, on va y revenir. Ce que je voulais vous dire, pour arriver à cette question, c'est qu'en fait, tout ce qui a été fait a concouru à affaiblir l'État congolais. À faire en sorte à ce que notre pays soit à la merci de vautours. Parce qu'un pays sans État, un pays affaibli, et cet État-là est resté à la merci de tous les appétits. Alors maintenant, parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas eu de solution aux fondamentaux, Kagame vient avec son armée, il entre dans notre pays, ça ne se discute pas, parce que les évidences sont là. Le président n'a jamais parlé de ça, le président Kabila, je veux dire, jusqu'à son dernier discours. Et puis paf, le président est à Goma, via le Rwanda. Et il vous dit, j'ai eu de contacts, j'ai consulté des chefs d'État, certains chefs d'État en fonction et anciens chefs d'État. Bon, maintenant, il arrive là-bas. C'est pour quoi faire? En fait, ne faisons pas l'hypocrisie. Notre thèse à nous, c'est de dire, c'est l'agression qui prime. Le problème ne manque pas entre nous. Mais le fait que le président Kagame soit là avec son armée, tuant nos compatriotes, pillant nos richesses, c'est un cancer qu'il faut extirper du corps de la République le plus rapidement possible. Mais il va là-bas et il commence à rassembler les gens autour de lui. En fait, vous avez trouvé les mots. C'est pour légitimer la rébellion, pour légitimer la présence de l'armée rwandaise au Congo, c'est pour donner un visage congolais à la crise. Et du coup, on est dans la présentation du président Kagame, c'est-à-dire qu'il est entré en tout cas de les déculpabiliser, de les blanchir pour que, par rapport aux initiatives internationales, la vision change. C'est ça. Et enfin, ce qu'il fait, je n'aurais pas souhaité qu'il fasse ça. À sa place, j'aurais pu lui dire, la première chose à faire, c'est de rencontrer le président Tshisekedi. Il a reçu l'ancien président du Nigeria, là, Obasanjo. Moi, je pensais que Joseph Kabila allait lui dire, d'accord, mais je vais rencontrer d'abord le président Tshisekedi pour qu'il se parle. Mais il passe là-bas. Il est maintenant chef de la rébellion. Tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il fait, ce qu'il est en train de faire, c'est de montrer à la population du Nord Kivu que non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comprenez, tout ça. Et bon, maintenant, le problème, c'est Tshisekedi. On ne combat pas pour un pouvoir. Ne nous tombons pas de cibles ni de combats chez le compatriote. Nous n'avons pas livré une guerre pour être indépendants. Je ne sais pas si je mens. Nous avons négocié l'indépendance. Maintenant, là, c'est la guerre pour consolider notre indépendance, pour faire en sorte que la République démocratique du Congo, cet espace de 2 245 000 km², soit un État indépendant, souverain, dont l'intégrité territoriale est respectée par tout le monde. Sans cela, nous aurons vendu notre identité et notre pays. Voilà.